Tout le monde a en mémoire, bien entendu, le tableau de David, donc Napoléon couronnant Joséphine avec derrière un pape Pie VII, dont Napoléon aurait dit à David, il faudrait quand même faire en sorte qu'il ne donne pas donner l'impression qu'il est venu pour rien. Et donc David avait modifié le geste de la main en lui faisant faire une bénédiction, alors que sinon il avait, je crois, les bras ballants, ou en tout cas sur les genoux. Voilà l'action de Napoléon en la matière. Vous connaissez évidemment le tableau. Le travail de Jean-Marc Tichy sur le voyage du pape avait montré, on savait qu'il était resté jusqu'au printemps en France, mais il a montré de manière très détaillée quel avait été le voyage, toutes les paroisses traversées, les échos rencontrés dans l'opinion publique, bref, un travail qui a fait date et qui explique que, car je crois que, et je sais qu'il a travaillé aussi sur le second voyage, ou plus exactement le troisième, celui de 1814, le retour vers Rome, un retour relativement lent, dont parfois on explique que Napoléon a voulu le faire passer par le Massif central pour retarder, pour rallonger le trajet. C'est surtout parce qu'il faut éviter la vallée du Rhône, les Autrichiens étant autour de Lyon, et donc renvoyer le pape par cet itinéraire-là aurait été le placé dans la gueule du lion, si je puis dire. Et puis donc, cette biographie de Pie VII, qui paraît chez Perrin, donc la vie de ce pape qui, en effet, comme l'indique le sous-titre, je le reprends, le pape vainqueur de Napoléon, point d'interrogation. C'est en effet un des chefs d'État qui a finalement été le plus constant dans son opposition à Napoléon à partir du moment où Napoléon ne joue plus le jeu, en quelque sorte, c'est-à-dire le jeu des négociations qui avaient été engagées au moment du Concordat, puis prolongées au moment du Sacre, au grand dépit de Pie VII, qui n'a pas obtenu, mais je pense que Jean-Marc nous en dira peut-être un peu plus, qui n'a pas obtenu ce qu'il était venu chercher à Paris, en particulier l'abolition des articles organiques. Quant à ce de la rétractation du serment des évêques, c'est plus complexe et plus nuancé. Mais il n'avait rien obtenu et il doit au contraire subir dès l'année suivante, exactement dès 1806, toute une série d'avanies de la part de Napoléon qui fait occuper une partie de ses territoires avant d'annexer purement et simplement Rome et les États pontificaux en 1809, ce qui conduira à la bulle d'excommunication des auteurs de l'attentat commis contre Rome, d'où en cascade la décision de Napoléon. L'a-t-il vraiment dit? En tout cas, c'est ainsi qu'on l'a interprété, et finalement, comme il n'est pas revenu sur ce choix, cela revient au même, la décision de Napoléon de faire arrêter le pape et de le placer en résidence surveillée, d'abord à Savone. Et puis, il y aura cette dernière partie qui est tout à fait étonnante d'un pape revenu à Rome, recouvrant, alors que Rome a été transformée en la préfecture d'un département français, il est vrai aussi seconde ville de l'Empire, dont le fils de Napoléon prend le titre de roi de Rome. Revenu donc à Rome en 1814, recouvrant la de sa souveraineté temporelle, y compris sur les légations, alors pas le comtat venessin, certes, pas non plus les principautés de Bénévent et la deuxième m'échappe, mais ça n'est pas très grave, Pontecorvo, recouvrant donc la plénitude de son pouvoir temporel, le pape va se montrer extrêmement magnanime, puisque c'est lui qui accueille une partie de la famille des Napoléon, le cardinal Fesch, Madame Mère, Laetitia, et puis au fur et à mesure des années, tel ou tel frère, il y avait déjà bien sûr Lucien, fait prince de Canino, il y aura ensuite Jérôme, naturellement Pauline, puisqu'elle est princesse borghèse, et donc une magnanimité qui est tout à fait étonnante. Peut-être que Jean-Marc va nous en dire davantage, donc je lui cède tout de suite la parole pour je la prends tout de suite. Un quart d'heure d'intervention. Voilà. Vous connaissez le principe de ces séances, des interventions relativement brèves pour laisser la place au dialogue, permettre, vous êtes en plus nombreux,
Et il y a de nombreux spécialistes de ces questions pour permettre des échanges et approfondir ce qui aura pu être soulevé au cours de ces discussions. Jean-Marc Tiki, vous avez la parole. Monsieur le professeur, je vous remercie vivement de votre accueil et des mots si aimables que vous m'avez adressés. Alors, on dit on lit dans La Rochefoucauld qu'on ne loue d'ordinaire que pour être loué, mais je pense que la gratitude est une grande vertu et je me fais un devoir tout d'abord de remercier Jacques-Olivier Boudon, le directeur, et Martin Dumont, le secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions. Mais j'ai également une pensée particulière pour plusieurs amis qui m'ont épaulé dans cette entreprise, les sottises qui pourraient subsister. Je pense à David Armando, Rémi M. Delacote, Olivier Poncet et Roberto Rigoli, qui furent mes premiers lecteurs. Et également Christophe Paris, directeur éditorial des éditions Perrin, qui est à l'origine de ce projet, puisqu'aussi bien, je pense que je ne l'aurais pas fait s'il ne m'avait pas souligné. Et je tiens à souligner ici l'inventivité et la réactivité dont ont fait preuve les éditions Perrin, les quelques personnes qui ont pu l'acheter l'ont vu, qu'au tout début, vous avez un QR code que vous flashez avec l'appareil photo de votre portable, et grâce à ça, vous avez tout un cahier d'illustrations tiré du fonds de la BNF, du fonds des musées de Paris et de la calcographie nationale italienne, qu'il aurait été impossible d'inclure dans l'ouvrage, mais des illustrations qui me semblent très intéressantes. Et puis j'ai une pensée particulière, parce que je pense que c'est important que vous ayez un peu une idée de l'écosystème dans lequel ce livre a été publié, a été préparé pour le Centre d'études en sciences, le César, de l'École des hautes études en sciences sociales, et deux de ses membres en particulier, Pierre-Antoine Fabre et Philippe Boutry, qui m'ont également aidé dans cette recherche. Alors je ne vous cache pas que quand on est un biologiste, on se pose une question tout d'abord, parce que finalement, vous avez deux grands modèles de biographie quand vous faites de l'histoire humaine. Finalement, c'est est-ce que vous écrivez la vie d'un homme illustre, ou est-ce que vous employez à faire un dossier de canonisation? Alors, pour le dossier de canonisation, Mayol de Lupé, et dans une certaine mesure le chanoine Leflon s'en était en quelque sorte chargé. Donc il fallait que je me suis efforcé de ne pas réécrire ce qu'ils avaient écrit pour une période qui n'était pas la nôtre. Donc le défi était de présenter dans un volume raisonnable, je crois 120 000 signes, une vie extrêmement riche, faite de toutes sortes de bouleversements, de sauts et de ressauts, en s'efforçant, et c'est un parti pris rédactionnel en quelque sorte, à côté des grandes thématiques, la question du jansénisme, la question du concordat, la question si importante des relations avec les États, qui aujourd'hui encore aident à comprendre la position du Saint-Siège vis-à-vis d'un grand pays comme la Chine, par exemple. Le goût du détail, le goût de présenter le pape traversant au mois de novembre les Alpes, son cérémoniaire notant aujourd'hui sa sainteté à vue des marmottes. Et cette confrontation du pape et des marmottes, alors, il n'y a pas que ça dans le livre, hein, je vous rassure, mais disons que je me suis efforcé aussi de donner des éléments contextuels qui aillent au-delà, en quelque sorte, d'un exercice biographique qui n'aurait été qu'une espèce de résumé de tous les autres travaux qui existent sur ce sujet. Et je ne vous cache pas que pour moi, ça a été un grand défi, après avoir cité La Rochefoucauld en introduction. Pour passer à la deuxième partie de cet exposé, qui, vous voyez, sera assez rapide, j'invoquerai l'autorité de Pedro Almodóvar et de son film. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vraiment, merci. Je ne me jugeais pas digne d'autant et d'une assistance aussi nombreuse aussi. J'ai évoqué les grands biographes de Picette. On va parler du Guarnieri, qui, au XXe siècle, avait choisi, en quelque sorte, confrontant la figure de Picette à celle de Pie X et à celle de Pie IX, de montrer la papauté dans son désarroi, en quelque sorte.
et de soutenir par là même la position du Saint-Siège dans la question romaine, j'ai essayé tout d'abord de me reporter à des sources le plus originales possible, et puis ensuite à une bibliographie qui, comme vous le verrez dans le livre, est extrêmement abondante. Des sources qui sont relativement rares jusqu'à l'élévation de Pie VII au souverain pontificat, donc jusqu'en 1799, pour une raison que le père Spinelli, le directeur de l'art bénédictinat, dont il me plaît ici et le travail, Giovanni Spinelli a montré que, vraisemblablement, au cours de son voyage de retour de Venise à Rome en 1800, le pape avait fait faire le ménage dans tous les monastères dans lesquels il est passé. Il n'y a plus d'archives de pape concernant Pie VII de cette période antérieure à son élection. Il y a quelques années, il est passé un cours de géométrie, je crois, ou d'algèbre, puisqu'il était devenu professeur, mais rien de plus. La source singulière, en quelque sorte, que j'ai le plus exploitée s'agissant des archives françaises est le registre des minutes du général, excusez-moi, je suis un qui a été le geôlier ou le surveillant de Pie VII Savone, qui, à mon sens, n'avait pas été exploité aussi finement, mais qui révèle toutes sortes de traits de la personnalité du pape qui, vous le verrez, en font un personnage tout à fait attachant. Ce registre étant aujourd'hui aux archives nationales. Et à côté de ces deux sources principales, une troisième, qui sont divers journaux, dont un conservé à la Bibliothèque apostolique vaticane, qui donne en quelque sorte une idée de l'image de Pie VII pour ses contemporains, et notamment pour ses contemporains romains. Sans compter, mais ça pourrait peut-être faire l'objet d'un travail ultérieur, le dire d'un cérémoniaire, Speroni, qui mériterait d'être approfondi. S'agissant du gisement historiographique que j'ai mis à profit, il y a tout d'abord les travaux des historiens français sur Napoléon. Je reviendrai également sur les travaux de Olivier Boudon ou encore de Thierry Lenz, mais surtout, s'agissant d'une historiographie italienne, si vous voulez, une historiographie qui a révolutionné, on peut dire, à compter de 1989, la vision qu'on avait de la Révolution française, enfin, de l'évolution, en quelque sorte, de la Révolution française en Italie. Et vous savez que Pie VII était aux premières loges, en quelque sorte. Il a eu de nombreux contacts avec les troupes françaises, notamment celle du général Augereau en 1796, en 1797, et qu'il a fait en quelque sorte figure de défenseur de la patrie, de défenseur de la ville, de défenseur de la cité, en qualité de cardinal évêque de Cézanne au moment de l'arrivée des Français, et que ceci n'a du reste pas été sans incidence sur le fait qu'il ait été retenu contre le cardinal Mattei, qui avait eu le malheur de signer le traité de Tolentino, lui, l'homme à compter, au cours du conclave de 1799-1800. Et dans ces grands travaux, je citerai les noms de Mario Rosa, de Daniele Menozzi, de Marina Cafiero, pour l'historiographie, disons, au plan national, mais également dans les villes où il a passé, aussi bien en tant qu'évêque de Tivoli, en tant qu'évêque de Cézanne, avec les travaux de Mario Mengozzi, par exemple, ou de Monsieur Ferri, qui a également travaillé sur l'épiscopat, à proprement parler, de Pie VII, l'épiscopat de Pie VII à Cézanne. Excusez-moi, je regarde que je ne suis pas trop. Et je ne vous cache pas que j'avais beaucoup fréquenté Pie VII pendant une dizaine d'années, puisque j'avais fait, en compagnie de ma famille, toutes les étapes du voyage pas de Toulouse, Chambéry jusqu'à Florence, le grand voyage, celui du Sacre. Et finalement, c'est une rencontre imprévue que ce travail de biographie, puisque si l'on devait synthétiser en deux phrases les grands enjeux auxquels on a été confronté,
il y aurait d'une part, je me place ici dans la très longue période, la question du jansénisme et la question, toutes les questions qui tournent autour des prétentions jansénistes d'une grande partie de l'Église, ou d'une partie, sinon grande, au moins très active, partie de l'Église italienne autour de Florence et autour de Scipion de Ricci et du synode de Prato, du synode de Pistoia, pardon, de 1780. C'est la question qui ne sera tranchée qu'en 1792 par la bulle Autorem Fidei de Pie VI, mais qui, après en parler, ne sera, si je puis dire, le compte du jansénisme ne sera véritablement réglé que par le pacifique Pie VII. Et puis d'autre part, la grande question qui anime les 40 dernières années du XVIIIe siècle, celle de la suppression de la Compagnie de Jésus, à la restauration de laquelle Pie VII apportera sa contribution par petites touches, très progressivement, jusqu'à la décision de 1814. Mais pour en revenir, s'agissant d'une biographie, en quelque sorte plus spécifiquement à ce qui m'a frappé, s'agissant de la figure du pape Chiaramonti, je ne vous cacherai pas que j'étais parti initialement en me disant que je n'allais pas faire de la géographie. Entre parenthèses, à la différence de mes prédécesseurs. Grave erreur. Car en fait, c'est un personnage très sympathique. Donc il faut vraiment se garder à tout instant parce que on le prend assez peu en défaut en fait. Et dans l'exercice de ses obligations d'État en quelque sorte, parce qu'il a une conception supérieure de l'autorité du pontificat romain. Et également, et Jacques-Olivier l'a rappelé, dans son attitude personnelle, quand on pense à ce qu'il a subi sous le Premier Empire, savoir qu'il a été parmi les premiers à intercéder en faveur de Napoléon, ne manque pas de devoir être soulevé. Mais également la sympathie très active qu'il suscite chez Berthier et chez Chabrol de Volvic, qui, tout polytechnicien qu'il est, c'est Berthier qui dénonce son collègue, le préfet, en quelque sorte, et qui dit qu'il a vu sortir le préfet les larmes aux yeux de l'appartement de Pie VII, qu'ont-ils bien pu se dire à Savone. Donc un personnage qui, par son détachement, par son abandon à la providence, car s'il est une espèce de fil conducteur qui le suit durant toute cette période, c'est bien celui-là. Et je trouve qu'il est très frappant que dans la vision complètement providentialiste qui est la sienne, il ait été précisément interné à Savone. Vous savez qu'à Savone, il y a un sanctuaire qui est celui de la Madonna di Misericordia, alors sans atteindre à la notoriété de la Vierge de Lorette, le sanctuaire de Savone est un sanctuaire extrêmement important, extrêmement bien noté. Le pape, du reste, attribuera il le dit dans l'édit de Cézanne de 1814, il attribue sa libération à l'intervention de la Vierge Marie. Il y a toute une dimension mariale dans le pontificat de Pie VII qui est extrêmement important. Et je pense qu'il n'est pas anodin que les premiers mots de l'édit de Cézanne, précisément, soient consacrés à la miséricorde de Dieu. La miséricorde qui est en quelque sorte est le motto qui avait été révélé par le paysan qui avait eu cette apparition mariale, la Vierge à Savone. La Vierge lui aurait dit miséricorde et non pas justice. Et donc c'est précisément, si vous lisez l'édit de Cézanne, il commence par la miséricorde de Dieu. Donc en quelque sorte un pape à visage humain. Alors l'historien, si petit qu'il soit, cède un peu à l'actualité. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à lire les développements, le petit développement, je vous rassure, sur le goût de Pie VII pour les animaux, sur l'esturgeon que des pêcheurs, mais là aussi, quand on est le successeur de Pierre, ça peut pas être indifférent, l'esturgeon, l'esturgeon géant, que pendant qu'il est détenu, parce qu'avant d'être transporté à Savone, il est quasiment en résidence surveillée pendant presque 2 ans à Rome, et donc des pêcheurs pêchent un énorme esturgeon dans le Tibre et lui apportent
Et tous les jours, le pape va donner à manger à son esturge. Ou encore de le voir le général Berthier, sachant qu'il aime les animaux, lui fait monter une petite ménagerie à Savone. Enfin, vous voyez, tout un tas de traits de caractère qui en font un personnage à visage tout à fait humain. Un dernier élément, c'est que finalement, ce pape est l'un de ceux qui, au cours, mais quasiment depuis la Renaissance, soit a été le plus souvent absent de Rome. J'ai fait le décompte en jours, vous pourrez le voir au début de l'ouvrage, je crois que c'est entre 5 et 7 ans qu'il a été absent de Rome pendant toutes ces périodes. Soit qu'il était à Venise, soit qu'il revenait de Venise, soit qu'il était en France, soit qu'il était détenu à Savone. Et donc, je crois qu'on, et ce sera ma conclusion, je crois qu'on ne peut pas lire l'histoire religieuse du XIXe siècle, la question romaine, le fait que Pie IX refuse de quitter Rome et préfère s'enfermer dans son palais du Vatican plutôt que d'accéder à disons, de ratifier en quelque sorte la loi des garanties, on ne peut pas comprendre cet attachement de la papauté romaine à son indépendance si l'on ne lit pas, si l'on ne voit pas que finalement, il était très difficile pour tous ses successeurs de de s'écarter de la position qui avait été prise par Pie VII à ce moment-là. Un dernier point, Pie VII est bien celui qui finalement a permis de transformer en quelque sorte la figure du pape, puisque c'est pour ça que je vous ai fait alors surtout ne la perdez pas, hein, je vous ai fait, elle doit circuler là, voilà, je vous ai fait passer la petite image de dévotion de Pie VII, puisque les images il y a eu un culte, enfin, je crois qu'on peut dire qu'il y a eu comme une sorte de culte dévotionnel autour de la figure de Pie VII. Pie VII, le pape qui prie à Saint-Étienne-du-Mont, au point même que on le représente en dessin, en image, en prière devant Sainte-Geneviève, tant et si bien qu'un imprimeur bien inspiré va même jusqu'à faire un portrait de Pie VI, ce coup-là, son prédécesseur, dans la même position que Pie VII, pour faire en quelque sorte un dessus de cheminée, vous voyez, pour lui faire le pendant. C'est dire l'importance de cette figure. Après le voyage de Pie VII en France, le pape n'est plus un souverain romain, arrogant, étranger, italien par-dessus le marché, mais finalement, c'est un bon père que l'image qu'il présente. Alors, j'ai commencé par citer La Rochefoucauld. Quand on ne brille pas par ses talents, on s'efforce de briller par les talents des autres. Et je conclurai également avec lui. Il dit, je cite, que l'esprit nous sert quelquefois à faire hardiment des sottises. J'ai probablement péché en écrivant cet ouvrage, mais je l'ai fait hardiment et je vous demande donc toute votre indulgence par avance dans vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation qui met l'eau à la bouche, si je puis dire, vise à vous faire prendre conscience de l'importance de ce personnage qui est Pie VII. Alors, je précise pour mes étudiants que Berthier, le général Berthier, c'est César, c'est le frère du maréchal, qu'il n'y ait pas de confusion dans les esprits. Je me souviens qu'il y a quelques années, vous aviez contribué à une étude sur l'abbé Pouilleul. Oui, absolument. L'abbé Pouilleul, qui était recteur, si ma mémoire est bonne, de Saint-Louis des Français dans les années 1880, un des précurseurs du ralliement, raconte comment les négociations se sont développées autour d'un éventuel transfert de Léon XIII à Biarritz. C'est assez étonnant, on méconnaît cet épisode. Évidemment, Léon XIII, par le même attachement à Rome que vous avez évoqué, qui en effet remonte sans doute à cet emprisonnement de Pie VII, prisonnier dans Rome, c'est certain, entre 1806 et 1809, prisonnier ensuite sous bonne garde de troupes françaises à Savone, puis à Fontainebleau, et c'est certain que le 19e siècle a été marqué, je pense que c'est un élément très important à souligner, par cet emprisonnement, ce pape qui devient aussi un pape martyr, en quelque sorte, et Pie IX
là aussi, après la conquête de Rome par les Italiens, aura aussi cette image du pape martyr. Et on pourrait même dire qu'en termes de culte, Bruno Orest l'avait montré, en termes de culte, il y a un parallélisme que l'on peut faire entre ces deux papes. Alors, spécialiste des papes, nous en avons un autre avec nous, en la personne de Roberto Regoli, donc professeur à la grégorienne, auquel je vais passer la parole, en tournant légèrement l'écran et en vous passant le micro. Merci. J'ai remercié le professeur Boudon pour cette opportunité. Ça Martin, ça doit être accroché quelque part, ça. Parce que peut-être que nos auditeurs... Non, c'est bon, d'accord. Alors, merci encore. Merci aussi à Jean-Marc Tichy pour son livre qui est vraiment un nouvel exemple de son travail. Et merci aussi à Marcel Dumont, infatigable machine de guerre de l'organisation de la promotion culturelle. Alors, j'avais préparé une intervention devant 30 minutes, mais c'est 15 minutes. Alors, non. Alors, je n'ai dit pas. Alors, vous serez plus gentil vers moi pour mon français très, très marqué d'une manière italienne. Alors, premier point. Nous avons une biographie et c'est toujours une question, la biographie, pour l'historienne. Parce que c'est possible de faire une biographie d'abord. Parce qu'il y a une idée de la biographie que Jean-Marc Tichy a souligné au début de son livre. Il y a une idée de cohérence. C'est-à-dire que c'est possible d'avoir des événements qui peuvent être liés les uns aux autres, mais c'est une liaison artificielle. Et c'est difficile d'écrire une biographie. C'est pourquoi, normalement, c'est une œuvre de la maturité, pas de la jeunesse. Alors, cher Jean-Marc Tichy, vous êtes déjà dans l'âge... la deuxième partie de la vie. Exactement. Parce que vraiment, c'est une question de la biographie. Parce que dans la biographie, il y a l'auteur qui va donner une direction. On peut voir dans les livres les intérêts de Jean-Marc Tichy, l'intérêt à la dévotion du pape, l'intérêt au fait aussi des miracles comptés dans les sources d'archives, dans les mémoires, les traces du surnaturel autour du pape, et pas simplement dans les voyages, mais aussi quand il est fixe. Il y a un intérêt sur la manifestation de la dévotion quand le pape lui-même devient comme une relique. Nous savons, le XIXe siècle, c'est un siècle des reliques utilisées pour la promotion aussi du catholicisme, des reliques qui trouvent les goûts de l'époque, qui trouvent une manière de se relier à l'Antiquité. Nous savons, le XIXe siècle, c'est le siècle où va repenser l'ancienne et la conservation des anciens, et c'est une question culturelle, la conservation ou une nouvelle manière à gérer l'Antiquité au niveau architectural, archéologique. Et c'est une question, vous pensez quand à Rome il y aura l'incendie de la basilique de Saint-Paul hors les murs, il y a un débat, et pas simplement des spécialistes de l'architecture, et c'est un débat sur quel est le rôle de l'Antiquité. Et ce débat est l'horizon aussi de la question des reliques. Et le pape Pie VII, aussi dans l'interprétation de Jean-Marc Tichy, est devenu une relique lui-même devant l'opinion publique catholique de l'époque, pas simplement des catholiques, aussi devant les autres. Vous devez penser que les Saint-Sièges va reprendre les états pontificaux, surtout grâce aux Anglais, pas aux Français, pas aux Talleyrand,
Alors, la promotion de la politique pontificale ne fait pas de catholique, comme on aurait dit à la période, et où aussi le rôle un peu sacralisé du vieillard, pape, joue une position pas secondaire. Alors, dans les livres, on trouve les goûts de l'auteur, mais il y a aussi indépendance dans la biographie des historiographies précédentes. Et Jean-Marc Tichy a déjà parlé des historiographies françaises et italiennes qu'il a utilisées. Et je dirais aussi que c'est un livre écrit par un Français pour des Français dans un contexte français. C'est-à-dire, je vais faire une provocation, nous sommes amis, alors je peux le faire parce que de l'amitié c'est possible. Et, quel est le sous-titre du volume? Il y a Napoléon. Oui, mais c'est parce que ça fait vendre. Oui, c'est la question. Napoléon vend bien. Napoléon et les guerres vont vendre, et les biographies aussi. Et alors, il y a une biographie et Napoléon, tous les deux ensemble. Mais il y a aussi une raison historiographique plus importante pour le nom de Napoléon. Parce que j'ai dit c'est ça, que c'est une approche d'une historiographie française. Et si vous regardez l'équilibre du livre, de la structure, la majorité est liée à la période napoléonienne. Et il y a une motivation aussi simple, pas simplement parce que Jean-Marc Tichy est français et utilise beaucoup l'historiographie française, mais parce que l'historiographie française, l'historiographie... Rien. Maintenant? C'est mieux? Comme ça, c'est mieux. Voilà. Et alors, parce que c'est l'historiographie française qui a donné beaucoup plus de publications au sujet du pontificat de Pie VII. Parce que la question de Napoléon, l'époque napoléonienne, touche vraiment la période d'une manière plus large. Mais Jean-Marc Tichy n'est pas s'arrêter à la période napoléonienne. Il va arriver jusqu'à la fin des jours du pape. Et il y a toute une question liée à la restauration. Et il est vraiment honnête. Parce que aussi les livres sur la période liée au pape sont moins que les livres de la première période. Il y a une condition à écrire qui est plus limitée. Il y a aussi beaucoup plus de sources, mais pas vraiment étudiées, où les études sont bien datées. Et alors, il va toucher cette période-là, mais il doit dire dans les livres que c'est plus difficile à retrouver l'action du pape lui-même. Il y a l'action du Saint-Siège, il y a l'action de la papauté, et c'est bien présenté, mais les papes, c'est une question dure, parce que l'auteur a raison. C'est pas clair. Aussi, dans l'historiographie la plus récente, c'est pas clair qui va jouer le rôle principal dans la partie de la politique internationale. Pas simplement internationale, aussi des équilibres de la curie. Alors, nous savons qu'il y a des cardinaux qui sont plus importants que des autres. On peut parler des cardinaux de poids, comme le cardinal Consalvi, les cardinals Di Pietro, qui sont l'âme politique et l'âme théologique du pontificat, et qui œuvrent au même temps en accord. Mais au début, ce n'était pas un accord. Je vais retourner sur la question du sous-titre. Les sous-titres, d'abord, si je ne me trompe pas, n'étaient pas pensés avec un point d'interrogation. Mais il y a
par l'éditeur. Moi, j'ai toujours voulu le mettre. Oui. Oui, mais il y a à la fin, et c'est pas l'unique point où il y a des points d'interrogation. Aussi, les titres d'un paragraphe, sur la restauration, un point d'interrogation entre parenthèses. Alors, cette manière à procéder nous fait comprendre que l'auteur ne procède pas d'une manière affirmative, mais dubitative. Et c'est bien. Parce que la question, le pape Pie VII, il est vainqueur de Napoléon ou pas? On peut dire que non par lui-même, mais on peut dire oui grâce à Napoléon. Il n'est pas vainqueur car il a vaincu. Il est vainqueur de Napoléon parce que Napoléon a perdu. Alors, c'est une perspective différente, pas liée au succès personnel du pape, mais au contexte, à la complexité qui va donner et faire gagner notre foi au pape Rome et les États pontificaux, pas pour l'habilité politique du pape, de la curie, du Sacré Collège. Quel est l'unique point pour le pape? Qu'il est resté sur 100 points fixes. Oui, il y a Fontainebleau, les brefs de Savona qui va concéder un peu trop dans la logique de la théologie romaine à l'empereur, c'est-à-dire que l'empereur peut nommer des évêques et si le pape ne donne pas son avis, après 6 mois, les métropolitains ou l'évêque plus ancien de la région métropolitaine peut donner l'institution canonique. C'est un moment de faiblesse du pape, mais on peut bien le comprendre, isolé, avec des informations pas réelles, bien dirigées par les autres, mais qui va rester sur sa position à un moment de faiblesse. Mais il n'est pas le vainqueur. Sinon qu'après la chute de l'homme Napoléon Bonaparte, de l'empereur. Alors, ces points interrogatifs est vraiment très important et c'est bien que vous êtes vainqueur de l'éditeur d'une manière propre, originelle, pas secondaire. Les points d'interrogation, il y a aussi autour du concept de restauration. Parce que Jean-Marc Tichy va utiliser et préfère, je vois dans les textes, les mots adaptation. Il va les répéter plusieurs fois. Et parce que la restauration, c'est pas retourner au passé, c'est bien connu dans l'historiographie, mais c'est un point originel de la période des synthèses de l'ancienne, du neuf et d'une perspective future. Et la restauration est faite dans un climat culturel complètement neuf, qui est le climat du romantisme. Romantisme, on dit en français romanticisme? Romantisme. Romantisme, merci. Du romantisme. Qui est un produit, pas simplement allemand, mais c'est vraiment un produit français. Et aussi pour ce qui va toucher la papauté. Nous pensons à la culture de la période, aussi les traités du pape et de Mestre. Nous pouvons penser à l'Arménie qui va bouger ses premiers pas. Et c'est vraiment important, mais Rome, on peut les voir après, mais c'est déjà le pontificat de Léon XII, il va prendre après une autre direction. On cherche les mariages avec le romantisme, mais la curie préfère l'alliance avec les cours. Et le pape Léon XII va perdre sa position sur ces sujets-là. Léon XII qui fait part de la première promotion des cardinaux de la Restauration de 1816.
Et alors, c'est vraiment je ne sais pas comment dire en français, spartiacque. C'est un moment de division, de partage des eaux, la période de la captivité du pape et le commencement de la restauration, parce qu'il y a une autre génération de cardinaux et qui vont gérer les affaires d'une manière différente. Nous pouvons penser des prélats comme Rivarola, futur cardinal, qui va préférer une transigence de la répression, donc Consalvi qui va être plus modéré. La curie de Pie VII est vraiment composite. Et des composites à cause aussi des deux périodes du pape. Et les nominations sont vraiment différentes. Une composition qui va rendre raison du climat culturel qui est changé. Les cardinaux de 1816 sont des cardinaux vraiment de l'après-révolution, de l'après-époque napoléonienne, qui vont garder aussi avec sympathie au romantisme. Mais la politique va prendre la place plus importante. Et à la fin, parce que je crois que j'ai déjà abusé de votre patience, j'ai déjà usé les 15 minutes, et je peux dire que à la fin, ces livres va pas simplement nous donner une vision générale, mais va donner des préférences des auteurs qui vont toucher des questions liées au sujet de l'époque, la relation avec Napoléon, l'idée des catégories historiographiques, aussi l'utilisation des cardinaux zélantes ou politicanti, et qui sont assumés d'une manière plutôt classique, mais pour les autres questions, il y a plus de nouveautés interprétatives propres de Jean-Marc Tichy. Et alors, je peux simplement me féliciter avec l'auteur qui nous a donné, en vue du centenaire, une occasion à réfléchir sur la figure d'une manière plus vaste. Et en conclusion, si le pape Pie VII était présenté comme l'agneau, parce qu'il était fasciné par Napoléon et il était conduit par Napoléon aussi à utiliser son grand pouvoir de déposer les évêques, des primats juridictionnels. C'est grâce à Napoléon que le pape l'utilise avant le Vatican I. Et c'est une inquisition due à Napoléon, pas au pape, qui est le vainqueur alors. Et le pape aussi est vainqueur grâce à Napoléon sur les sujets ecclésiologiques. Alors, il n'est pas simplement l'agneau qui est conduit par les cardinaux aussi. Mais il y a une autre expression qu'utilise Jean-Marc Tichy dans les livres, en citant une source. Il parle de lui comme lion. Alors, on a eu une évolution du pape, de l'agneau au lion, pour les sujets qui sont centrales selon sa vision ecclésiologique de son rôle dans la christianité ou mieux dans le catholicisme. Merci à Jean-Marc Tichy. Merci beaucoup pour cet exposé sur le livre de Jean-Marc Tichy. Une réflexion à propos de Napoléon, parce que finalement, en effet, on peut s'interroger sur le sous-titre du livre de Jean-Marc Tichy. Est-ce que Pie VII aurait été le même et est-ce que son aura, sa légende en quelque sorte, aurait été la même s'il n'y avait pas eu le Concordat, s'il n'y avait pas eu le sacre, s'il n'y avait pas eu l'enfermement de 1809 à 1814? Probablement que Pie VII serait un de ces papes, alors je vais être très désagréable, mais comme Léon XII, par exemple, dont personne ne se souvient, malgré finalement la longueur de son pontificat.
Peut-être que d'ailleurs son pontificat a été rallongé par les périodes de calme qu'ont été les périodes de Savone et de Fontainebleau, même si il faut rappeler qu'il arrive à Fontainebleau dans un état qui est proche de l'agonie. On le décrit comme étant extrêmement malade lorsqu'il arrive à Fontainebleau, mais bon, on ne peut pas dire qu'à Fontainebleau, ni non plus à Savone, il a été exténué de travail. Je pense que c'est je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon, il y a quelques correspondances, mais enfin, c'est pas un travail aussi ardu que celui qu'auront d'autres papes par la suite. Mais enfin, je ne vais pas monopoliser la parole et je vous invite donc à intervenir, poser des questions, faire des commentaires. Cet appel vaut aussi pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, que j'ai oublié de saluer en commençant cette soirée, donc je me rattrape en le faisant. Et vous pouvez naturellement aussi intervenir si vous avez des questions à poser à Jean-Marc Tichy ou à Roberto Rigo. Première question. Toujours la plus difficile à poser. Il suffit que quelqu'un se lance, ou sinon on passe à la deuxième. Alors moi, je vous pose une question. Étant donné la personnalité du pape VII, il n'a jamais été question d'un procès en canonisation. C'est mon carrément. Ah oui. Si, le diocèse de Savone-Noli, c'est d'ailleurs pas sans sel, parce que vous savez qu'à Noli, il y avait Benedetto Solari, qui était un des pires enseignants, enfin pire dans la conception du Vatican. Hein. Il y avait un des pires jansénistes qui soit, et donc le diocèse de Savone-Noli, qui est maintenant, pardonnez-moi, le diocèse de Savone-Noli a entamé une procédure au niveau diocésain pour la canonisation du pape en 2007, je crois. Vous avez les dates dans le livre. Je me demande s'il y a une incidence aussi, tu disais Roberto, historien français, posant à partir de l'historiographie française sur un personnage français. Sur le plan institutionnel, j'ai toujours été frappé par ce motu proprio de la fin du pontificat, Canto Amirabile, qui restructure l'État pontifical en 17 légations et délégations sur le modèle de la préfecture française. Et ce, malgré le traumatisme, vous l'avez rappelé tout à l'heure, du fait que Rome devient le département du Trasimène en 1809. Et donc une influence malgré le traumatisme ou un héritage malgré l'événement douloureux du point de vue des modèles administratifs. Alors peut-être sous le couvert d'une simple volonté de rationalisation, mais qui elle-même est relativement nouvelle dans le gouvernement central de l'Église. Je viens d'Italie, alors on fait ça encore comme ça. Alors, oui, et je pourrais utiliser un mot, c'est la restauration. Parce que c'est ces combats antérieurs à la société et à l'administration de rejoindre une composition des différentes visions. Dans les états pontificaux, le cardinal Consalvi, après sa rentrée à Rome depuis le congrès de Vienne, cherche à remettre sur place les meilleurs administrateurs de l'époque française. Mais il y a une hostilité des autres cardinaux. Et on ne peut pas simplement dire les cardinaux noirs et les cardinaux rouges, parce que aussi Consalvi était un cardinal noir. C'est une autre question de la capacité de l'adaptation, j'utilise encore ton mot, de l'adaptation à la situation. Et Consalvi
va prendre les meilleures ressources de l'époque passée. Mais l'hostilité est très forte, alors il va passer simplement les codes des procédures civiles, mais les autres codes civils, pénals, commerciaux, il y avait aussi des commissions qui avaient travaillé sur ces sujets-là, mais nous n'avons pas une publication. Enfin, le code civil était presque. Enfin, il y avait parmi les autres codes, il y en avait au moins un ou deux qui étaient prêts, hein, qui n'ont pas été promulgués. Oui. Et aussi, dans les années 20, on va remettre aussi des vieilles lois sur place. Alors, c'est la restauration, c'est ces dialogues-là entre différentes âmes qui vont trouver un nouvel équilibre. Oui. Mais je pense que dans une période, vous savez, on a absolument besoin, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'entends les médias qui nous entourent, d'avoir des bons et des méchants et une espèce de simplification outrancière où il faut avoir un ennemi et il faut être du côté du bien en permanence. Et c'est épuisant d'ailleurs d'être du côté du bien. Moi j'essaie de m'y employer, c'est très fatigant. Hein. Et en fait, je pense que il y a tout un tas de nuances dans cette et de choses qui apparaissent. Alors, je reviens sur ce que disait Roberto, s'agissant des politiques anti et des zelanti. C'est une division, c'est une distinction qui existe. Enfin, moi, je la trouve dans la correspondance diplomatique depuis le XVIIIe siècle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais enfin, c'est quand même extrêmement compliqué d'arriver à rendre le nuancier, en quelque sorte, des options des cardinaux, parce qu'ils peuvent être très bien, théologiquement, avoir une affinité avec une certaine école ou une certaine position, mais au plan des relations internationales, une autre. Il n'est que de voir, ça, ce sont des documents qui ont été publiés au début des années 1970, mon cher Roberto. Je nuancerai ton propos sur un seul point, après t'avoir remercié, c'est que quand même, sur 400 et quelques références bibliographiques, vous en avez au moins 200 qui sont italiennes quand même, hein, et des revues que je me suis procurées grâce à la magie d'Internet dans les bibliothèques les plus lointaines, jusqu'à lire la revue historique de Tivoli, par exemple, enfin, où il a été évêque quelques années, 5 ans. Non, simplement pour dire que il y a malgré tout une connexion entre ces différents sujets. Et par exemple, Consalvi, alors qu'il est à Vienne, écrit à Rome qu'on lui a coupé les cheveux comme au héros antique et on lui a fait perdre toute sa force en prenant je ne sais plus quelle mesure, je crois que c'est celle sur le rétablissement du ghetto, en disant mais devant l'opinion publique internationale, c'est impensable ce que vous faites. Vous me fichez par terre toute ma négociation. Donc, je pense que c'est l'étude minutieuse de ces différentes position de ces lignes de fracture au sein de la curie est extrêmement variée, est extrêmement, enfin, défie notre penchant en quelque sorte à la simplification. Moi, c'est ce que je retiens de cette expérience. Autre question. Je vais prendre la suite. Je reviendrai sur ce que vous voulez dire sur la curie. Sur la restauration en particulier, mais je crois qu'un des grands acquis de votre ouvrage, par ailleurs, et ça a été bien souligné, c'est toutes ces notations qui ne sont pas anecdotiques, hein, c'est toute cette insistance sur le providentialisme de Pie VII, je crois, est important. Effectivement, on faisait le lien avec Pie IX. Si Pie IX reste au Vatican, si lui-même, comme Léon XIII, Pie X sont aussi intransigeants sur la question romaine, c'est pour une question de principe. Mais c'est aussi parce qu'il y a toujours l'espérance que la providence viendra et leur restituera les États d'une manière ou d'une autre, comme cela s'est produit en 1814. Et il y a un point qui n'a pas été dit, mais sur lequel vous avez déjà travaillé par le passé, c'est un pape qui fait des miracles. Il y a des miracles à Florence, en tout cas, quand il passe à Florence en 1804, en 1805, il y a une réputation de miracle. Et de la même manière, je crois que vous l'aviez montré, lors de son retour en 1814, de la même manière, il y a des miracles qui sont signalés sur le trajet du retour. Alors, davantage en Italie, il faut bien le dire, dans l'ère italophone que dans l'ère française, si ma mémoire est bonne, mais vous me corrigerez sur ce point. Et je me suis posé la question, mais ça peut-être que Roberto Regoli saura mieux le dire que quiconque ici, s'il y avait d'autres papes qui avaient fait des miracles précédemment au XVIIIe siècle, ou s'il y avait un retour du miraculeux qui finalement est assez cohérent. Il faut se souvenir qu'une bonne partie de la contre-révolution en Italie se nourrit
d'un certain nombre de phénomènes signalés comme miraculeux, comme ça a été bien montré dans le cas à Rome ou en Toscane avec les Via Maria ou autres. Donc là, je pense que c'est vraiment un grand acquis que d'avoir restitué cette dimension qui a peut-être un petit peu échappé à l'historiographie jusque-là. Et puis, pour revenir sur ce que vous dites de la curie sous la Restauration, moi, j'avais étudié du point de vue de la politique concordataire. Il y a des tensions extrêmement fortes entre Consalvi et une grande partie du reste de la curie, parce que c'est vrai que les nominations qui sont faites après 1814 dans le collège cardinaliste sont assez différentes. On a plutôt quand même des intransigeants, pour le dire de manière très, très brève, mais des Agenga ou d'autres. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils aient été plus intransigeants que Consalvi pendant l'épisode napoléonien, mais il se trouve qu'ils sont considérés comme des intransigeants. Et ce que j'avais vu en revanche, c'est que, alors autant il y a une guerre terrible entre Consalvi et le reste de la curie, autant sur les grandes options, ils sont assez d'accord, ils sont assez réalistes de manière générale. Zelanti et Politicanti, de ce point de vue-là, arrivent à s'entendre autour de quelques grandes options. Et on voit bien que la disgrâce de Consalvi après l'élection de Léon XII est provisoire, elle dure quelques semaines, elle est surtout symbolique. Enfin, le grand biographe, le grand spécialiste de Consalvi me contredira. Moi, la question que je me pose quand même, c'est quelle est la place réelle de Pie VII, et vous la posez, Jean-Marc, dans le gouvernement de l'Église après 1814. Parce que quand même, quand on lit les sources vaticanes, on a quand même l'impression qu'il assiste en spectateur muet de ce qui se passe à la curie. Moi, j'ai souvenir de notes du futur cardinal Sala qui dit j'ai parlé au Saint-Père de telle histoire, il n'était pas au courant. Visiblement, il n'est pas au courant. Tout se règle dans les congrégations cardinalistes. Alors, je ne sais pas là si vous pouvez éclairer davantage. Moi, j'ai l'impression qu'après 1814, c'est une figure respectée, une autorité morale réelle, mais qui ne prend très très peu de décisions, sinon peut-être pour quelques grandes décisions, quelques grandes options qu'il pose, le rétablissement de la Compagnie de Jésus. Mais pour le reste, l'intendance, ce n'est absolument pas lui. J'ai l'impression qu'il est très détaché de ces questions. Peut-être que je me trompe, et peut-être que vous pourrez corriger cette impression. Alors, il y a peut-être un effet, peut-être que dans ma réponse, il y a le reflet d'un effet de source, qui est que, d'abord là, pour le coup, je n'ai pas consulté de source originale. Mais les aurais-je consultés que si les procès-verbaux de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires pour cette époque sont rédigés comme sous Léon XIII, on ne sait absolument pas ce que pense le pape, puisque le secrétaire se contente de prendre acte du fait que le pape acquiesce à la proposition des cardinaux. Et il est rarissime que le pape démente les cardinaux. Rarissime, ça arrive peut-être. Moi, je crois que je l'ai vu une fois et sur l'affaire française. Donc vraiment, c'est la rupture des relations diplomatiques avec. Enfin, ça c'est beaucoup plus tard, je me dirais. Et il me semble que sur cette affaire de Curie, il y a quand même un autre facteur explicatif. C'est que finalement, une des principales revendications de Pie VII à Savone, c'est l'autonomie du pontificat romain manifestée par la présence autour de lui d'un collège cardinalice qui instruit collégialement les réflexions, en quelque sorte, du Saint-Siège sur cet objet. C'est d'ailleurs très frappant quand on y réfléchit. C'est dans ce siècle qui verra la proclamation du dogme de la faillibilité pontificale, commence par un pape qui réclame en quelque sorte une curie comme signe de son indépendance, ça c'est absolument fondamental, et instrument administratif. On est encore finalement dans le régime de la monarchie administrative, une administration qui instruit les dossiers, qui fait les procès, qui rédige les procès préalables, donc l'information relative préalable à la nomination des évêques. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre cet état de fait et votre question, à savoir que la question de l'effet de source étant réservée. Je pense que le pape, en fait, avant tout, voulait se trouver au milieu de collaborateurs qui instruisaient l'essentiel des dossiers, d'autant qu'en plus, par leur variété à compter du rétablissement à Rome, la machine administrative romaine se remet en route.
Et elle a à voir des dossiers qui vont de l'abbaye de Saint-Gall en Suisse à la question aux revendications du tsar sur l'ordre de Malte, aux relations avec l'Angleterre, aux missions. C'est un programme administratif qui est absolument titanesque. S'agissant des miracles, je dirais qu'il y a en quelque sorte deux sortes de miracles. Il y a d'abord le cœur du miracle, si je puis dire, qui est en particulier cette scène qu'on dit, je crois que c'est 1811, il y a une gravure qui est diffusée et qui montre Pie VII en lévitation à Savone. Alors, est-ce que vraiment, manifestement, le préfet l'a pas vu léviter, ni le général, mais enfin, il y avait toute une industrie à Savone. Il faut voir qu'à Savone, au point que, en 1811, ils ont fait fermer les boutiques, mais ils l'ont fait avec doigté, parce que les gens venaient à Savone, venaient recevoir la bénédiction du pape, et repartaient avec des images pieuses représentant le pape à proprement parler. Et au point que quand il s'est agi de mettre en œuvre la politique d'isolement complet, puisqu'à compter de début janvier 1811, fin décembre 1810, début 1811, le pape est véritablement complètement isolé, on lui retire ses crayons, on lui en retire même jusqu'à l'office de la Sainte Vierge. Alors il dit, mais quand même, l'office de la Sainte Vierge, j'aurais pu me le laisser. Il est vraiment complètement isolé. Et à ce moment-là, je ne sais plus si c'est le général qui fait valoir au préfet ou l'inverse, que dans la mise en œuvre de la politique de refus de laisser publier d'autres gravures du pape, il faut faire les choses avec doigté parce que ça ne manquera pas de faire un scandale. Et les Français, durant toute cette période, sont extrêmement soucieux de donner le change à l'opinion publique et d'éviter de faire en sorte d'accréditer l'idée que Pie VII est malheureux. Et pendant tout ce moment-là, Pie VII est silencieux en réalité. Alors, je dirais que il y a un moment où il écrit lui-même toute la correspondance du Saint-Siège, donc des brefs, notamment des distances matrimoniales, et puis surtout le bref au cardinal Maury. Alors ça, il le paye cher, puisque c'est précisément la colère bleue dans laquelle entre Napoléon quand il voit que le pape a contesté la désignation du cardinal Maury à l'archevêché de Paris. Un dernier point, s'agissant des miracles, il est entouré aussi de quelques ecclésiastiques, je pense en particulier à son sacriste, donc le maître de la sacristie pontificale, qui, du reste, déjà sous l'Ancien Régime, avait un rôle très important dans l'extraction des reliques romaines. Je vous renvoie à l'ouvrage du Quart devenu César sur les reliques romaines, dirigé par Christophe Duhamel et Stéphane Bacciocchi et Pierre-Antoine Fabre, qui montre très bien l'importance stratégique de ce prélat très près du pape, qui est une des voies d'accès aux reliques des catacombes romaines. Et donc ce monseigneur Menocchio, lui, est un évêque à miracle. Alors, vrai, faux, enfin, bon, voilà. Mais d'autres miracles inscrivent aussi le pape dans une tradition. Par exemple, on lui attribue le fait d'avoir eu la prescience de la mort de sa sœur. Et je n'ai eu l'intelligence de ça qu'en visitant le Sacro Specchio à côté de Rome, le grand couvent bénédictin, parce qu'en fait, c'est un miracle qu'on attribue à Saint Benoît également. Donc en fait, c'est pas indifférent de présenter le pape bénédictin dans une posture ou dans un geste qui rappelle très étroitement celui de Saint Benoît. Donc il y a comme une espèce d'emboîtement, en quelque sorte, de toutes ces strates de miracles. Les rôles des cardinaux est vraiment spécial pour l'époque. Si l'on pense à nos jours, la fin du 19e siècle, parce que aussi pour la ratification d'un concordat, comme les concordats de Paris de 1801, les papes demandent la permission de la ratification aux cardinaux. Et c'est pas clair les résultats. Alors, les papes lui-même et ses hommes vont créer des conditionnements
conditionnement sur les cardinaux et l'autre. Aussi, pendant les réunions, le pape va faire des mouvements contre ceux qui parlent contre la ratification, à faire des conditionnements psychologiques sur les autres. Mais il y a une idée centrale que le consistoire a un rôle. Alors, on ne peut pas parler de la collégialité de la curie, mais nous pouvons utiliser un néologisme, consistorialité du pouvoir à Rome. Parce que la question est toujours avoir des consensus des cardinaux. Et les cardinaux votent. Et il y a des partis sur chaque sujet, sur chaque dossier. Mais les partis changent. C'est-à-dire, il n'y a pas souvent les mêmes alliances parmi les cardinaux. L'exemple classique pour le concordat, Di Pietro, encore prélat, et Consalvi, déjà cardinal, sont en guerre entre eux. Mais Consalvi a la bénédiction du pape. Consalvi fait la politique du pape, et ils vont gagner. Mais Di Pietro, de toute manière, va devenir cardinal. Alors, dans la curie de l'époque, c'est possible d'avoir des différentes positions au niveau théologique et politique, et il y a après un équilibre général. Il y a une reconnaissance de l'honnêteté des positions. Et cette question des relations entre les cardinaux, qui a le pouvoir après 1814, qu'est-ce que va décider le pape? Alors, c'est une période délicate. Et si vous pensez que 1817, on croyait que le pape Pie VII allait mourir. Il y a déjà des instructions des rois vers les ambassadeurs pour quoi faire pour les conclaves. Alors, c'est un pape malade et il y a des équilibres entre cardinaux, ambassadeurs et cours. Mais il y a aussi une autre question. Les équilibres internes vont changer. Si au début du pontificat, Pacca, Consalvi, Di Pietro n'avaient pas la même position, et aussi il y avait le cardinal Antonelli qui était un vrai pouvoir, un vrai puissant de l'époque. Dans la deuxième partie du pontificat, si nous pensons à la congrégation des affaires d'Espagne pour le trienne libéral, pour les 3 ans libéraux, pardonnez-moi, nous avons la vieille garde du pape, Consalvi, Di Pietro, Pacca, qui ont une position contre les nouveaux cardinaux, qui ont une autre position. C'est une autre fois une question de génération, des générations culturelles. Et aussi, la question politique anti-zélante. Et Jean-Marc Tichy a bien dit, c'est vraiment utilisé, mais va créer des problèmes. Parce que, exemple, Spina Consalvi, Spina cardinal rouge, Consalvi cardinal noir. Alors, sur les questions ecclésiologiques liées au pouvoir du pape, avaient des positions différentes, conflictuelles. Mais pour les questions politiques, au moment de la restauration des congrès de Verona, de Lubian, Spina va représenter les papes et Consalvi la pensée du Consalvi. Alors, on doit nuancer entre côté politique, côté théologique, et quand il y a les mélanges de deux, qui va gagner. Alors, on parle souvent des partis de la curie. Cette perception peut être exacte pour les conclaves. Mais pendant le gouvernement d'un pape, pendant un pontificat, c'est un peu difficile. Aussi pour une question vraiment ecclésiastique. Les prélats, les cardinaux, les ecclésiastiques, souvent sont des monades. Chacun est son monde à lui-même. Et alors, il y a des alliances sur les sujets, sur les dossiers, pardonnez-moi, mais les alliances peuvent changer quand changent les dossiers.
Alors, c'est vraiment une complexité, la curie de cette époque. Voilà, j'ai trop parlé. Merci pour ces réflexions. Alors, je vais poser à Jean-Marc Tichy une question qui nous vient d'Internet, d'Axel Lecor. Pour ce qui est de l'héritage de Pie VII et à la vision indépendantiste très forte que ses successeurs vont faire perdurer, ne peut-on pas faire remonter cette symbolique indépendantiste à la mort de Pie VI en captivité et à son image de pape martyr que Pie VII fait fructifier? C'est pour vous la question. Oui, mais je réfléchis parce que je suis très embarrassé. D'abord, la Parce fait-il que fructifier? le problème de... alors, d'abord, il est quand même le pape qui organise le retour triomphal en 1802, je crois en février 1802, des restes de Pie VI à Rome qui prennent en quelque sorte le caractère d'une apothéose. Il voue personnellement, en quelque sorte, une grande dévotion à Pie VI, dont il a reçu l'anneau. Je crois que c'est Spina ou un des prélats qui était à Valence quand il est mort, qui lui a apporté l'anneau du pêcheur et qui le lui a donné. Mais je suis un peu embarrassé parce qu'en fait, il en parle régulièrement. Est-ce que véritablement il s'appuie là-dessus sur la figure du pape martyr? Il parle de Pie VI pour des raisons aussi personnelles, puisque finalement il est un homme de Pie VI, il fait partie de la famille au sens, d'ailleurs les relations entre eux amènent à reconsidérer ce qu'on qualifie de népotisme de Pie VI. Enfin, mon sentiment est que c'est plus un fait culturel que véritablement du népotisme. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'il fait fructifier ce capital, parce que, comment dire, il y a là une notion d'intérêt et de gestion qui m'apparaît absolument étrangère à sa vision des choses. Non, la dévotion pour son prédécesseur, qui est toujours pour lui le grand pape, qui a accepté de l'exil plutôt que d'abdiquer la souveraineté pontificale. Excusez-moi, j'ai besoin de réfléchir pour répondre à une question, donc je suis perplexe. Peut-être, Roberto, tu peux prendre le relais parce que je suis à peu près en défaut. Je vais... Parce que la dévotion n'est pas gérée par le pape lui-même. Et immédiat, spontané, je ne sais pas en français, Spontané. Spontané. Alors, c'est pas une question qu'il est capable à prendre des fruits, à donner des fruits. Ça va au-delà de lui. C'est pas organisé. Alors, au XXe siècle, c'est bien organisé par le pape, on peut le dire. Enfin, toi, moi, je peux le dire. Toi, est-ce que tu peux le dire? Je peux le dire, oui, mais tu peux. Disons qu'il y a un bureau je peux dire, il y a aussi le Vatican qui va payer des films sur les papes, pour différents papes, pas simplement pour un. Il y a plusieurs papes qui ont obtenu des films par le Vatican lui-même. Alors, c'est organisé. Mais c'est pas organisé. Et c'est plus spontané. La question des gravures, parce que tu utilises beaucoup les images des gravures, tu parles des gravures dans les livres. Si nous voyons les gravures du pape Pie VII, n'importe où dans l'Europe, sont vraiment fidèles à l'image du pape réel. Si vous voyez les gravures du pape après lui, Léon XII, la majorité des gravures qui ont aussi en allemand, nonce, sont faux. C'est pas son âge, c'est un visage d'une autre personne. Alors, les voyages, comme dit Jean-Marc dans les livres, vont donner vraiment une relation entre les papes et les peuples, et d'une manière naturelle. Et c'est là qu'il va commencer une réelle dévotion au pape. Pour compléter, j'ai vraiment l'esprit de l'escalier. Pour compléter le propos,
sur le caractère spontané du phénomène. Le pape Pie VII reste à Paris de la fin novembre 1804 jusqu'à la mi-avril 1805. Donc, il reste 4 mois et demi, presque 5 mois. Il ne prononce pas une fois le mot de révolution. À part une déclaration consistoriale, il ne dit rien. Rien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les actes et documents du Saint-Siège, ça doit faire 1,20 m chaque année maintenant. C'est une machine, une énorme machine à produire du discours, à produire des paroles qui sont des actes aussi. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'elles ne sont pas importantes, ces paroles. Mais le silence, en fait. Le silence. Il ne dit rien. Pendant son exil à Savone, il ne dit rien. Quand il est prisonnier par des Français à Rome, il ne dit rien et tout ce qu'il écrit, il l'écrit de sa plume pour ne pas compromettre ses collaborateurs, parce que Napoléon avait véritablement dans l'idée que c'était la curie qui attisait la malfaisance, la malveillance présumée de Pie VII. Donc en fait, c'est peut-être des catégories ou des circonstances qui nous échappent, mais véritablement, le projet de rendre toute sa place au Saint-Siège est très présent chez lui, d'exploiter les circonstances assez peu. Et il y a un élément que je voulais souligner, parce que moi-même, j'avoue que j'en ai pris conscience en travaillant sur le sujet. C'est la question du territoire à laquelle je n'ai pas fait allusion. En fait, quand il est élu pape en 1780, en mars 1800, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus d'États pontificaux. Plus du tout. Parce que les Napolitains occupent Rome, les Français sont en Italie pour une large part, il n'y a plus d'États pontificaux. Et donc, il en vient à dire qu'il ne nommera pas de secrétaire d'État parce qu'il n'a plus d'État. Donc, au début, le Consalvi n'est pas secrétaire d'État. Deuxième élément très important, qui m'apparaît aussi très important, s'agissant du registre de la Restauration. Alors, ça commence à la première Restauration, mais ça se poursuit durant la deuxième Restauration. C'est l'aspect du gouvernement par les arts. Alors, il avait été largement entamé par Pie VI avec son musée, etc. Mais véritablement, les grandes campagnes de fouilles dans le sol de Rome, le culte de l'antique, le goût de l'antique, la construction de l'aile Chiaramonti du musée Vatican sont une dimension également extrêmement importante. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est aussi un homme des Lumières, en fait. Dans cette époque, à notre époque, il y a une espèce de ténébrisme, n'est-ce pas, qui s'étend même peut-être même dès le XXe siècle, je ne sais pas moi, mais pas du tout. Enfin, c'est un homme qui aime les sciences, les arts. Bon, on lit partout, et parce que c'est vrai qu'il a été le souscripteur pour son abbaye, dont il était le bibliothécaire, avant d'être pape, bien sûr, de l'encyclopédie, mais il y a plein de témoignages qui montrent qu'il c'est un homme dans sa bibliothèque qui a beaucoup d'ouvrages de médecine, de sciences, d'astronomie. Véritablement, c'est un homme des Lumières. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Vas-y, Jean. Ce serait un peu pour rebondir sur cette question de la relation Pie VI-Pie VII, évidemment, approche de Pie VI, mais justement, devant la science qui est représentée devant nous, une grande question que je me suis toujours posée, quelle évolution fait que le jeune général Bonaparte n'a jamais touché au corps de Pie VI? L'arrestation et la mort en captivité de Pie VI, c'est le fait du directoire pendant la campagne d'Égypte, Bonaparte étant écarté. Et lui-même a mis à genoux la papauté militairement et financièrement à Valentino, mais l'a désobéi d'une certaine façon en allant pas jusqu'à Rome. Pourquoi, une fois conclu le concordat, cet empereur, qui est quand même le même homme, n'aura aucun état d'âme à se saisir de la personne humaine de Pie VII et à faire tout ce dont nous parlons? Comment essayer de comprendre cette évolution
qui n'est pas a priori religieuse, enfin, voilà, mais il était très diplomate comme jeune général et il a perdu, ou alors est-ce que la soif du pouvoir, enfin, voilà, après on se lance dans cette idée d'amener la papauté à Paris, mais je crois qu'il avait une idée très aiguë de l'importance sociale du catholicisme en France. Pour moi, l'axe essentiel est celui-là. C'est-à-dire, ça se voit très bien quand il veut fonder sa dynastie, il se prend pour Charlemagne et il fait le voyage d'Aix-la-Chapelle, du reste, et il n'a de cesse que de montrer qu'il est le nouveau Charlemagne. Il l'écrit d'ailleurs, même il écrit « Je suis Charlemagne ». Il est l'empereur d'Occident. Et je pense que la transformation que vous relevez à très juste titre procède simplement de son souhait d'avoir de l'ecclésiologie napoléonienne, si on peut aller jusque-là, à savoir de dire, dans l'Empire, il y a précisément, à côté de l'Empire, il y a le sacerdoce. Et l'Empire étant donc il est très très soucieux en quelque sorte, quand il fonde sa dynastie, de la faire reconnaître et de la faire bénir par le pape. C'est pas indifférent si une des grandes cérémonies qui a lieu après le couronnement, c'est le baptême d'un de ses neveux à Saint-Cloud, par exemple. Donc véritablement, ce souci d'associer la famille impériale à l'aura qui émane du siège apostolique, du titulaire du siège apostolique, d'une part. Et par la suite, le projet de leur accompagner à Paris. Alors, on trouve aux archives nationales des documents quand même très, très singuliers, des conseils. Est-ce qu'on pourrait pas bâtir un Vatican dans l'ancien monastère Sainte-Geneviève, par exemple? Enfin, des choses qui me paraissent tout à fait singulières, mais véritablement non, parce que finalement, si vous êtes l'empereur d'Occident, vous devez avoir le pontife à côté de chez vous, et on pense qu'on va finir par l'accommoder à force de le décourager, à force de il y a toute une dimension d'usure psychique en quelque sorte, d'amener le pape à. Vous verrez les observations. Sur l'état d'humeur. Sa sainteté va bien, aujourd'hui elle était de bonne humeur, elle a l'air plus conciliante, le préfet tous les jours rend compte et le général rend compte de l'état d'esprit du pape. Je pense que véritablement, ce basculement de l'attitude de Napoléon est précisément lié à la politique du Grand Empire, à sa volonté d'être l'empereur d'Occident. C'est pas ça s'inscrit dans son dessein général, en quelque sorte. Vous voyez, ça n'avait, si j'osais ainsi le dire, ça n'avait rien de personnel. C'était véritablement la volonté de fonder sa dynastie et son empire. Mais là-dessus, j'ai un professeur bien plus autorisé que moi, Jacques Olivier. Soutenez-moi ou démentez-moi. Non, mais ce qu'il y a de certain, je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'au moment de la captivité, lorsque le pape est arrêté, Napoléon, qui a donné des ordres un peu ambigus, dit qu'il ne fallait pas l'arrêter. Mais bon, c'est fait, donc il fallait arrêter Paca, mais pas le pape. Paca d'ailleurs qu'il traite de je ne sais plus quel nom d'oiseau. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement il s'en prend beaucoup à la curie, mais bon, je pense qu'il considérait que Pie VII n'était pas si dangereux que ça. À partir du moment où on l'a non seulement arrêté, mais aussi fait circuler à travers l'Italie jusqu'à Grenoble et retour à Savone, il était difficile j'imagine, il était difficile de le renvoyer à Rome. Autre question? Oui. Une question plus par rapport aux relations internationales sans siège. Si dire, le pape vainqueur de Napoléon, est-ce qu'on pourrait aussi dire vainqueur de l'Europe? Puisque le XVIIIe siècle était un siècle assez funeste pour le Saint-Siège, puisque justement, ces péripéties que le pape a vécues a justement permis à ce que s'impose en Europe. Je pense que vous parlez d'or et le meilleur signe de ça, c'est la bulle de 1814 sur le rétablissement des jésuites. Il faut voir les conditions dans lesquelles les ambassadeurs des cours des Bourbons ont exigé de Clément XIV la signature du bref de suppression. Le cardinal de Bernis dit il va signer, on est tous d'accord, c'est très très frappant.
Et je pense que cette expérience, la papauté romaine a été extrêmement marquée, en quelque sorte, par cette intrusion du pouvoir civil dans ce qu'elle considérait être le cœur de son activité, de son autorité. Alors, on est bien avant l'encyclique de Léon XIII de 1885, où il évoque la symétrie des deux pouvoirs qui évoluent chacun dans une orbite bien particulière. Mais malgré tout, je pense que cette volonté d'affranchir le Saint-Siège de l'autorité des États, qui peut revêtir plusieurs modalités, en quelque sorte, parce que je pense que c'est aussi ce qu'il reproche à Scipion de Ricci et au colloque de Pistoia. Ricci est le ministre des Affaires ecclésiastiques du grand-duc de Toscane, qui lui-même deviendra, qui est le frère de Joseph II, et qui lui-même deviendra empereur d'Autriche. Donc, véritablement, l'intrusion, la mainmise des cours dans les affaires du Saint-Siège, c'est précisément ce qui pose problème au Saint-Siège. C'est une des grandes questions ecclésiologiques, parce que, encore une fois, là, je parle devant des spécialistes bien plus éminents que moi, mais je le rappelle peut-être pour les plus jeunes. Le grand sujet, en fait, c'est le caractère international du catholicisme romain. Dans l'ecclésiologie du catholicisme romain, le pape exerce un magistère universel. Ça n'est pas, certes, c'est le patriarche de l'Italie, mais ça n'est qu'une de ses titulatures et ça n'est pas la principale. Et surtout, il faut absolument pas, et ça conditionnera toute la question sur la question romaine jusqu'à Pie XI, cette idée que la papauté romaine est indépendante et qu'elle n'est assujettie à aucun gouvernement. Elle peut traiter avec eux, elle peut conclure des concordats avec eux, et ce sera toute la grande période concordataire qui suivra la restauration avec la signature de tout un tas de concordats, à commencer par le concordat avec le royaume de Naples. Mais véritablement, il y a cette volonté, en quelque sorte, d'indépendance est absolument essentielle. Et comme vous dites, vis-à-vis de l'Europe, l'objectif est atteint aussi. Ça, c'est Consalvi qui le dit quand il est à Vienne. Il dit « Jamais je n'aurais obtenu ce que… » je le cite de façon, comment dire, de mémoire, là. « Jamais je n'aurais obtenu ce que j'ai obtenu à Vienne si… » l'autorité morale, en quelque sorte, du pape n'avait pas été ce qu'elle est devenue sous le pontificat de Pie VII. Dans sa résistance, en quelque sorte, puisque finalement, il y a eu un moment, il était le dernier des chefs d'État d'Europe à tenir encore tête à Napoléon. Les Piémont-Sardaigne s'étaient réfugiés en Sicile, les Espagnols étaient en résidence surveillée, enfin, il avait vraiment assis son impérium sur l'ensemble de l'Europe. Pour vous, est-ce que la restitution des États pontificaux, c'est que le prestige du pape qui a permis ça? Alors, est-ce que la restitution des États pontificaux n'est due qu'au prestige du pape? Alors là-dessus, je céderai la parole à Roberto, parce que le spécialiste de Consalvi, c'est lui. Mais je crois qu'on peut dire qu'au Congrès de Vienne, il y a d'abord eu une période un peu de flottement. D'abord, il faut voir les conditions dans lesquelles les États pontificaux ont été rendus en plusieurs morceaux. Ça n'a pas été fait, c'est pas allé de soi. Il a fallu obtenir que les Napolitains lâchent ce qu'ils avaient conquis de fait, parce que c'est une des grandes obsessions du royaume de Naples, mais dès le pontificat de Pie VI, là pour le coup, de s'emparer de Rome. Ensuite, les Autrichiens qui faisaient force mamour au Saint-Siège n'avaient aucun envie de rendre les légations. Donc, tout le problème était de savoir derrière les légations, sans dire que ça n'était que c'était le seul objet. Mais les légations, comme le dit un cardinal qui vient à Paris en 1804-1805, c'est la perle du Saint-Siège, parce que c'est parmi les territoires les plus riches, avec Bologne notamment, qui sous-tendent en quelque sorte l'activité de il y a aussi quand même un consensus global entre les puissances européennes de dire qu'elles n'ont aucun intérêt ni les autres parce que le pape soit sous l'autorité de l'une d'entre elles. Finalement, dans une Europe restaurée, il n'est pas absurde de faire en sorte que l'indépendance de cette puissance qui
Donc, il y a dont l'autorité s'étend à la terre entière est une question absolument essentielle. D'autant qu'encore une fois, le pape a montré particulièrement pendant sa... Il faudrait d'ailleurs, si certains parmi vous parlent mandarin, dites-le à ces lignes. Le pape a montré que le catholicisme romain ne se préoccupe pas des formes politiques du gouvernement. Il l'a dit. Il accepte la République quand il est évêque de Cézanne, il accepte l'Empire et il n'entend absolument pas renverser la dynastie de Napoléon. Jamais, même au pire de la déchéance, de l'isolement catalane, il respecte absolument le gouvernement. C'est un principe polygame. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, bien sûr. Les rôles qui a acquis la papauté est vraiment dû au fait de la Révolution et de l'époque napoléonienne. Alors, ce que disaient les professeurs Boudon au début, que Pie VII ne serait pas Pie VII sans Napoléon, est vrai. C'est vrai. Et quand il y a eu le dernier congrès de l'époque moderne, congrès international, la paix de Westphalie, les Saint-Sièges avaient perdu sa face, c'est-à-dire ils n'avaient rien obtenu. Au contraire, dans les grands congrès de Vienne, une vraie diplomatie multilatérale, on pourrait dire, les papes ont son rôle. Et les papes cherchent à gagner son territoire. Mais ce sont aussi les autres qui cherchent le pape. Quand Tsar de Russie pour la Sainte Alliance, qui veut le pape lui-même, mais Rome va donner son refus parce qu'elle ne veut pas entrer dans les questions politiques. Alors, le rôle moral qu'a obtenu la papauté veut les jouer au niveau moral. Mais il y a aussi des questions politiques parce que l'Autriche, dans la Restauration, est très forte, comme était la France pendant l'époque napoléonienne. Et alors, on doit jouer l'alliance de la distance. Et c'est un rôle qui est toujours joué par Consalvi. Mais l'autre question, ce rôle-là de la distance est impossible de jouer sur la longue période. Pinef, quand il y aura la question de l'Union d'Italie, le guelfisme pour aller contre Vienne, vous devez penser qu'à l'époque napoléonienne, pour dire non à Napoléon contre le blocus, contre les Anglais, on avait poussé l'impossibilité de faire des alliances de la papauté jusqu'à l'extrême. Le même cardinal Consalvi, pendant les congrès de Vienne, écrit à Rome, cette imposition de l'extrême neutralité de la papauté va devenir il talone d'Achille, les talons d'Achille de la souveraineté territoriale de la papauté elle-même. Parce qu'un territoire au milieu d'Italie qui ne fait pas des alliances politiques va devenir un problème, n'est pas une ressource dans le système international. Et Consalvi voyait en 1814 les problèmes. Mais Rome avait décidé, pendant les secrétariats d'État Cassoni, Gabrielli, que l'autorité est essentielle. Et si vous voyez très bien aussi aujourd'hui, jusqu'à nos jours, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, on parle d'impartialité, mais c'est toujours une neutralité. Nous pouvons utiliser ces mots plus généraux et vastes, mais cette imposition est donnée pendant l'époque napoléonienne, et qui a fait gagner les papes d'un rôle international, mais qui ne veut pas le jouer au niveau politique. Il va plutôt le jouer
il cherche Léon XII après à jouer au niveau moral et prendre des références du romantisme, des nouveaux catholiques de la période, mais pas au niveau politique. Y a-t-il d'autres questions? Lors du transfert, du coup, à Paris, que Napoléon fait, pourquoi ne choisit-il pas plutôt Avignon, en fait, sachant qu'il y a une tradition d'établir des papes le souvenir est peut-être un peu trop lointain, mais pourquoi Napoléon ou même le pape n'a-t-il pas plaidé pour cette solution peut-être plus commode? Alors déjà, quand il était à Savone, on lui a proposé et il n'en voulait à aucun prix. Ça rappelait de trop mauvais souvenirs. Et par ailleurs, je vous rappelle que Avignon était devenu un territoire français et qu'il était, à mon sens, hors de question pour la France de remettre le pape, enfin, comment dire, de le mettre en situation de revendiquer en quelque sorte une souveraineté sur Avignon, ce qui était même Louis XVIII d'ailleurs. Louis XVIII rétabli le dit très bien à Consalvi, c'est une des premières choses qu'ils lui disent quand ils se rencontrent, il est hors de question qu'on vous rende Avignon. Il n'y aurait que moi, bon, alors il y a peut-être un peu de propos diplomatique, il n'y aurait que moi, je le ferais volontiers, mais dans l'état actuel des choses, c'est inenvisageable. Je pense que c'est peut-être. Oui, parce que remettre le pape à Avignon, c'est lui redonner un pouvoir temporel sur un territoire qui a été annexé, alors que le faire venir à Paris, d'abord, ça permet la proximité, comme l'a rappelé Jean-Marc Titi, entre l'empereur et le pape. Il aurait le pape sous la main. D'ailleurs, c'est d'une certaine manière ce qu'il va faire en le faisant venir à Fontainebleau. Fontainebleau, c'est 70 km de Paris, et il ne se privera pas, au retour de la campagne de Russie, d'aller lui rendre une petite visite pour lui faire signer ce texte qu'on évoquait tout à l'heure. Mais à Paris, il n'était pas question de pouvoir temporel. À Paris, on lui attribue l'archevêché de Paris rénové, 1 million de francs consacrés à ses travaux, si ma mémoire est bonne. L'archevêché de Paris qui se trouvait derrière la cathédrale Notre-Dame, sur l'emplacement de l'actuel square Jean 23. Voilà, c'est la raison principale qui explique que Napoléon envisage de le faire venir à Paris, mais pas de lui céder à Avignon. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Vous venez justement d'évoquer la figure de Louis XVIII. On sait que j'ai eu l'occasion de pouvoir lire sur la correspondance royaliste au moment après le Concordat et après le SAC. Tout le milieu royaliste et Louis XVIII notamment ont beaucoup tenu rigueur au pape d'avoir participé à l'établissement de l'Empire. Est-ce que dans les relations internationales après la restauration du pape et de Louis XVIII, il y a eu encore un malaise entre les deux du fait de la participation à la construction de l'Empire du pape? Alors, je sais que Philippe Boudry dit que Louis XVIII ne lui pardonnera jamais. Quant à moi, j'ai pas assez étudié Louis XVIII pour le savoir. Je sais qu'il lui a envoyé un lit de douleur, le malheureux, quand il s'est cassé le col du fémur et qu'il était bien embarrassé. Ce qui est clair, c'est qu'en effet, quand on lit par exemple la correspondance du cardinal Maury, qui était l'agent, en quelque sorte, l'ambassadeur de Louis XVIII au conclave de Venise, on voit bien l'extrême irritation du roi, pour reprendre sa terminologie à lui, puisqu'il s'était déclaré roi dès la mort de son frère. Après ça, pendant la Restauration, mon sentiment est que chacun a trop conscience de l'importance qui s'attache à l'amélioration des relations entre la France et le Saint-Siège pour s'en tenir à de vieilles querelles personnelles. Et du reste, là encore, le providentialisme a du bon, puisque si j'ose dire, pour le Saint-Siège, il n'y a que le résultat qui compte. Si la France a le caractère d'une royauté, eh bien, c'est une royauté. Vous voyez ? Y a-t-il encore une question? Oui. Est-ce que cette attitude de neutralité du pape par rapport à la question du régime politique peut expliquer qu'il était un peu laissé dans l'ombre, justement par la mémoire ultérieure à l'époque où le catholicisme, en tout cas en France, s'est beaucoup reconstruit dans son alliance avec la monarchie?
Mon sentiment est que la figure du pape a été évoquée dans les grandes périodes de tension avec Rome. Je vous ai parlé de le pontificat de Pie IX et la Troisième République essentiellement. Et par la suite, c'est assez frappant parce qu'il y a comme une sorte de damnatio memoriae dont j'ai un peu de peine à mesurer la portée, enfin la raison, puisque, enfin, si, s'agissant de la restauration, c'est le sacre. Là, à l'évidence, on pouvait pas accepter, enfin, comment dire, on pouvait pas, c'était quelque chose qu'on pouvait absolument pas mettre en évidence. J'ai pas, alors, il y a quand même un regain d'intérêt dès le Second Empire, puisque les grands travaux de Boulet de la Meurthe, par exemple, les éditions qui évoquent notamment la correspondance avec Pie VII, datent de cette époque-là. D'Aussonville, pareil, même chose pour d'Aussonville. Et c'est assez frappant de voir que finalement, cette figure est très peu... de voir, par exemple, qu'au hit-parade des papes canonisables, il n'a jamais franchi l'étape du diocèse de Mioli, enfin, au moins pour le moment. C'est très notable, ça, par exemple. Roberto. Je voulais simplement faire une considération du niveau de la théologie politique. On peut utiliser cette expression-là de la période. Il y a une fondation biblique de la vision du Saint-Siège devant les régimes politiques. C'est la lettre aux Romains de Saint Paul. Il y a un passage au chapitre 13, le premier verset, qui dit « Non est enim potestas nisi ad Deo », c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas que de Dieu. Alors, aussi, si nous sommes dans l'époque de la Restauration ou de l'époque napoléonienne, les Saint-Sièges ne se posent jamais la question de la légitimité du pouvoir. La légitimité, c'est une question du 19e siècle important. Qui a le pouvoir? D'où vient le pouvoir? Les Saint-Sièges ne s'occupent pas de ça, mais voient qui a réellement le pouvoir et il va traiter avec qui détient le pouvoir. Et il y a cette fondation biblique de cette approche de la réalité. Et alors, passe sans problème de Louis XVI à Napoléon, à Louis XVIII, etc., sans problème au niveau de la perception d'elle-même. Papoter a un peu plus de mal avec la Révolution française. Mais elle finit quand même par il y a quand même le bref de Pie VI de 1796, là où on finit par trouver que finalement en y réfléchissant bien et un peu dans la déploration, bon, après tout la République. Est-ce qu'il y a encore une question? On a encore quelques instants. Pas d'autres questions? Eh bien, il me reste à remercier à nouveau très chaleureusement Jean-Marc Tichy d'être venu nous présenter son livre, dont je rappelle qu'il est paru chez Perrin en avril dernier, que vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, et Roberto Regoli, que nous remercions particulièrement d'être venu spécialement, je crois, de Rome pour évoquer ce livre.